Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, nous sommes présents dans une 50aine de pays grâce à vous, grâce à vos soutiens, grâce aux petits cœurs que vous nous envoyez, les étoiles, tous vos partages. Un grand merci, nous traitons vos questions et votre présence et votre amitié nous sont très précieux. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial puisque nous allons parler de la méthode cœur d'enfant et de l'enfant intérieur côté rituel. Bonjour Emmanuel et bienvenue. L'invité du jour. Alors, Emmanuel est psychopraticien d'inspiration jungienne. Il est spécialiste reconnu et renommé de l'enfant intérieur et ce depuis 1990. Il est co-créateur de la méthode cœur d'enfant. Il est formateur, superviseur, conférencier et co-auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues. Bonjour Melika, merci. Alors Emmanuel, aujourd'hui vous allez nous parler de la méthode cœur d'enfant et de justement l'enfant intérieur dans ce petit côté rituel qui peut nous intéresser ensemble et qui peut intéresser toute notre communauté. On vous écoute. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord peut-être de présenter en fait l'enfant intérieur. Avec mon épouse, donc nous avons créé la méthode cœur d'enfant en 1990 et c'est une méthode d'accompagnement de personnes, aussi bien en individuel qu'en couple ou en famille ou en groupe, pour se connecter, se réconcilier avec cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, on pourrait dire que c'est la partie de soi qui est la plus vivante, la plus sensible. C'est cette partie du petit être humain que nous avons été aussi avec ses joies, ses peines. Et puis, cette métaphore parle aussi de nos besoins fondamentaux, de nos pouvoirs créatifs. Et cet enfant intérieur est important parce que justement, c'est ce qui va ramener du rituel et du sens dans nos existences. Très bien. Et en fait, finalement, c'est comme une carte qui nous guide, alors qui jalonne déjà pas mal de choses, mais qui nous guide autant dans le passé que dans le futur, de ce que je comprends. Alors en fait, l'enfant intérieur fait référence à notre vécu du passé, mais en même temps, on ne s'occupe pas tant du passé que ça, dans le sens où on considère cet enfant intérieur toujours totalement vivant et pleinement présent ici et maintenant. Donc c'est un travail qui nous appelle à devenir en quelque sorte ce bon parent pour soi-même, ici et maintenant, aujourd'hui dans le présent. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, quel rituel je peux justement poser dans ma vie pour prendre soin de cette partie sensible, vulnérable et créative en moi. Aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire imaginons qu'on se sent un petit peu triste, évidemment pour plein de raisons, et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme rituel pour peut-être restaurer un petit peu cet enfant intérieur dans ce qu'il a de joyeux, de curieux, d'innocent. Toutes nos émotions renvoient aussi à cette partie de l'hémisphère du cerveau qui renvoie donc à l'intérieur. L'enfant, c'est l'enfant émotionnel aussi. Donc du coup, dès qu'on a une émotion, finalement, avant de vouloir la chasser, c'est de l'écouter si on se sent un peu triste. Peut-être qu'on pourrait prendre une photo de soi enfant, une photo qui justement nous permet de nous connecter à cette tristesse, et puis on peut communiquer avec cet enfant, lui demander qu'est-ce qui le rend triste, pourquoi il est triste. Avant de vouloir répondre en fait à cette tristesse, avant de vouloir ramener de la joie, d'écouter d'abord cette tristesse, et puis ensuite d'évoquer avec cette photo, par exemple, quels sont les besoins, quels sont les envies, les désirs qui naissent en fait de cette émotion derrière cette tristesse, qu'est-ce qui se cache, et puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour retrouver un peu plus de joie et de vivant. Par exemple, quand on choisit ces rituels-là, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte ? Est-ce que ce sont nos préférences ? Est-ce que c'est la symbolique ? Là, vous parliez d'une photo ? Tout à fait. Et par exemple, si on est adolescent ou si on est adulte, est-ce que c'est la même chose qu'on peut faire ? Oui, on peut déjà commencer à traiter son enfant intérieur quand on est adolescent, et puis quand on est adulte, on prend des photos de soi à différents âges. En fait, on peut travailler à différents âges de l'enfant en soi. Est-ce qu'il y a des mots, des phrases avec lesquelles on peut accompagner tout ça ? Est-ce qu'on peut se raconter une histoire ou réécrire une histoire ? Oui. Tout à fait. En fait, dans le travail sur l'enfant intérieur, on utilise un rituel qui est très important, qui est l'écriture avec la main non directrice. C'est-à-dire que si on est droitier, on va écrire avec la main gauche, et si on est gaucher, on va écrire avec la main droite. Donc au début, ça va être un peu difficile et laborieux, mais on s'est rendu compte que l'utilisation de la main non directrice permettait d'entrer en contact avec cette partie de l'enfant en soi. Et donc du coup, on va parfois être étonné justement de ce qui s'exprime à travers l'écriture avec la main non directrice, qui n'a rien à voir avec ce qu'on écrirait en fait avec la main directrice, qui est plus connectée au mental et à l'intellect. Donc c'est vrai que ça, on n'a pas forcément le
le réflexe de le faire, parce que si on n'est pas entraîné, on risque à première vue de peut-être pas forcément comprendre même l'écriture. C'est-à-dire que c'est surtout que ça va nécessiter de s'appliquer en fait. Au bout d'un certain temps, tous les gens s'habituent assez vite à écrire avec leurs mains non directrices. Bien sûr, c'est mal écrit, c'est comme une écriture d'enfant. Mais par exemple, on s'est rendu compte que souvent on invente des mots qui n'existent pas avec la main non directrice. Ça connecte des parties du cerveau qui renvoient davantage à l'imaginaire, à même la poésie, au monde intérieur. Et donc, du coup, c'est une écriture qui est beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus symbolique. Peut-être aussi très réparatrice. Et de fait réparatrice parce qu'on va connecter des choses auxquelles on ne pensait pas. Finalement, le plus difficile pour les adultes que nous sommes dans le travail sur l'enfant intérieur, c'est le lâcher prise. C'est d'accepter que c'est pas la compréhension, c'est pas l'intellect qui va nous permettre de répondre à cet enfant qui est en nous. C'est au contraire du rituel, mais du rituel où on s'abandonne en fait. Moi, j'ai souvent coutume de dire que voilà, un rituel de l'enfant intérieur, et ben c'est comme accepter de passer en dessous de la clôture du mental pour oser suivre un élan, une intuition, sa créativité. Et c'est cette force-là qu'on va retrouver, qui va nous permettre de créer de nouveaux liens, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de penser. Et est-ce que c'est de ça dont traite justement la méthode Cœur d'enfant quand on veut faire le lien ? La méthode Cœur d'enfant travaille vraiment sur le lien tout le temps, donc le lien à soi, mais aussi aux autres et au monde, à la nature, aux animaux. C'est pour ça que le rituel, il a une place très importante. Le rituel, il faut le rappeler quand même, parce que les gens parfois ne se rendent pas compte que le rituel fait partie intégrante de notre vie depuis notre plus jeune âge. Oui. Le bébé, lorsqu'on est bébé, qu'on est accueilli par nos parents, tous les comportements de nos parents à notre égard, donc la tétée, le change, les regards, les sourires, les caresses, tout va devenir rituel pour l'enfant. Et puis après, quand l'enfant grandit, bien sûr, la lecture d'une histoire, la présence d'une petite lumière, un doudou, le bisou du matin ou du soir. En fait, l'enfant vit à travers le rituel. Ça lui permet de faire face à l'inconnu et ça lui permet d'éprouver la solidité du lien affectif. Et c'est ça, en fait, qu'on retrouve quand on est adulte et qu'on crée des rituels. On consolide notre lien affectif à nous-mêmes, mais aussi aux autres et au monde. Quelque part, c'est comme se réconcilier avec soi pour se réconcilier aussi avec le monde quand on a été, en tout cas quand on s'est senti peut-être un peu malmené sur certains points et que finalement ça nous empêche d'être nous-mêmes en tant qu'adultes aussi. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de vécu de l'enfance qui peut être douloureux, voire même parfois traumatique. Et c'est comme si ces vécus nous mettaient un peu à part de l'espèce humaine, c'est-à-dire comme si on n'avait plus tout à fait confiance en l'être humain. Et donc, en tant qu'adulte, on peut éprouver le sentiment de ne pas être tout à fait à sa place, de ne pas pouvoir faire confiance aux autres, de ne pas... et puis, on perd aussi souvent certaines formes d'espoir et d'espérance. Donc, du coup, le rituel va permettre de renouer avec notre besoin fondamental d'être nous-mêmes, évidemment, mais d'être nous-mêmes au milieu des autres. Et c'est ça qui est l'enjeu. Et finalement, le rituel donc permet, si j'entends bien, de remettre un peu de sécurité. Oui, complètement. Là où on était sur de la survie. Exactement, tout à fait. Et puis parce que le rituel active, il faut penser que le rituel, ça connecte vraiment des éléments centraux du psychisme humain. Il y a d'abord l'agir, parce qu'on a un comportement, le ressenti avec les sensations corporelles, les émotions, mais aussi le symbolique qui va faire sens. Et du coup, lorsqu'on fait un rituel, lorsque l'enfant fait un rituel, mais lorsque l'adulte fait un rituel aussi, on développe un plein potentiel, c'est-à-dire qu'on mobilise des aspects de nous-mêmes qui vont venir à la fois nous sécuriser, mais aussi nous rendre plus créatifs, plus confiants en fait en nos capacités de faire face au monde, aux enjeux, aux différentes choses que notre vie nous appelle à affronter. Donc remettre de la sécurité, remettre du lien finalement, c'est comme recréer un lien sécure qui à l'origine n'a pas existé, alors qu'évidemment s'il avait existé, il y a plein de débats qui n'existeraient pas. Donc c'est comme aussi remettre ce lien presque maternel avec l'origine en tout cas, et peut-être avec l'origine de soi et l'origine qu'on peut aujourd'hui choisir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut recréer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on embrasse ce qu'on a été et tout le parcours ? Comment vous voyez les choses ? Oui, c'est ça. Alors on peut pas dire qu'on ne modifie pas finalement nos liens d'attachement premiers, qui restent plus ou moins nourrissants, voire défaillants. Ça dépend des périodes de vie aussi, parce que on peut avoir un lien très sécure et nourrissant quand on était bébé. Et puis, par exemple, à l'âge bambin, les choses se compliquent et notre parent est moins disponible. Donc, de fait, ce lien d'attachement à nos figures parentales, il a été très, très varié et différent selon différents âges. Et on va donc lui substituer un nouveau lien, ce nouveau lien que l'on crée à soi
et aux différentes facettes, aux différents âges de l'enfant en nous. Et ça crée au niveau psychologique, au niveau psychique, quelque chose d'important, c'est qu'en fait, comme vous le dites, on embrasse quelque part toute sa biographie, on embrasse tout son vécu, on le rassemble, et ça, on sait aujourd'hui que d'avoir une perception complète dans le temps, continue dans le temps, eh bien, c'est la santé psychique que cela génère. Donc, en fait, même si ça ne signifie pas qu'on se souvient de tout, on ne va pas se souvenir de notre vécu, mais en recréant un lien à nous-mêmes, on recrée une sorte d'histoire, de biographie, et l'important, c'est qu'elle soit porteuse pour nous. Qu'elle fasse sens, qu'elle soit porteuse et qu'elle n'évite pas non plus ce qui a été douloureux, mais qu'elle permette de réintégrer aussi ce qui a été heureux. C'est de la réintégration, c'est de l'acceptation et de l'accueil, plus que de la réécriture, puisqu'évidemment on change un peu des deux dans le sens où on réécrit pas le passé, on ne change pas le passé, mais on réécrit sa relation à ce passé. Le passé n'est pas modifiable, mais si par exemple enfant on a été maltraité, on peut pas changer ça. Voilà, on a été maltraité. Moi j'ai été maltraité par ma mère qui m'a battu à plusieurs reprises régulièrement dans l'enfance. Je peux pas changer ce passé, c'est ce qui est. Mais en modifiant la relation à l'enfant en moi, à l'enfant battu, j'ai réécrit ma biographie dans le sens où ça n'est plus un problème parce que cet enfant en moi, il a obtenu depuis de nouvelles réponses en fait, et des réponses qui viennent de moi et qui sont plus importantes que les réponses que j'aurais pu obtenir ou pas de ma mère, parce qu'en fait l'enjeu ensuite il est de soi à soi. Donc on va pas réécrire son passé, mais on réécrit sa relation à son passé. C'est comme dire qu'effectivement c'est pas tellement l'événement, mais c'est la manière dont on le vit qui crée ou pas une trace, que ce soit de traumatisme ou que ce soit de blocage dans la vie. Tout à fait. La seule chose qui est importante quand même, c'est de ne pas être dans le déni, c'est-à-dire d'appeler un chat un chat. Si on a été maltraité dans l'enfance, il s'agit de considérer ce que c'est-à-dire que la violence, c'est la violence et c'est inacceptable. Donc on a pu vivre des choses qu'il faut savoir nommer et reconnaître dans leur caractère inacceptable. Mais ensuite, on va pouvoir reprendre du pouvoir sur ces événements en apportant de nouvelles réponses, plus empathiques, plus bienveillantes, plus aimantes. Simplement reprendre conscience de ce qui s'est passé différemment, peut-être que c'est le regard différent, le fait d'accepter, intégrer, quelque part parler avec cette partie de l'enfant intérieur comme une partie de nous, une partie blessée qui peut-être a été exilée autrefois à un certain moment, et lui donner aussi la sécurité et l'amour, en tout cas la reconnaissance dont il a besoin. Tout à fait. Et puis de penser aussi que la plupart des parties enfants qui ont été exilées en nous ne sont pas que des parties blessées. Parfois, ce sont des parties très créatives et très joyeuses. Si enfant, vous étiez avec un parent dépressif, finalement, bien sûr, c'est douloureux, mais il y a un enfant en vous, un enfant spontané et joyeux qui, lui, n'a plus senti le droit d'exister, qui n'a pas senti qu'il avait forcément l'espace pour s'exprimer. Donc, c'est aussi découvrir que il n'y a pas que l'enfant blessé qui est un enjeu à l'intérieur de soi. Il y a aussi ce qu'on appelle donc l'enfant doué, l'enfant créatif, joyeux, qui peut être aussi exilé. Et ça, souvent, dans le travail sur l'enfant intérieur, on travaille beaucoup sur les aspects de vitalité, parce qu'on se rend compte que la plupart des individus, en devenant adultes, perdent énormément de contact avec cette vitalité, cette vivance qui est en eux. Et souvent, cette vivance a été fortement exilée, en fait, durant l'enfance. Donc, les enjeux de ces retrouvailles, de ces réintégrations, portent aussi sur d'énormes ressources, en fait, des ressources fondamentales que nous avons en tant qu'être humain. Merci beaucoup Emmanuel. Avez-vous une actualité ? Alors une actualité, oui, je viens de sortir récemment, donc on a sorti au mois de septembre avec mon épouse un livre, donc la thérapie de l'enfant intérieur, une approche pour grandir en humanité. Et c'est un livre qui permet de mieux comprendre toute la profondeur de cette thérapie en proposant beaucoup d'exemples, des protocoles, des exercices. Voilà, c'est vraiment un livre qui donne à comprendre et à exercer, à pouvoir commencer à appréhender cette thérapie qui est une thérapie des profondeurs et qui en même temps est une thérapie pleine de joie et de vie. Très bien, merci beaucoup Emmanuel, merci pour ce temps partagé, pour ce contenu. Ce livre s'adresse à un public particulier ou n'importe qui peut commencer à le feuilleter et à lire ? Oui, c'est tout public, tout à fait. Ce n'est pas uniquement destiné aux professionnels, tout le monde peut le lire, tout à fait. Et puis j'ai aussi un livre que j'avais écrit mais précédemment qui s'appelle bien sûr Rituel de l'enfant intérieur. Oui, voilà, et là qui était plus axé sur les rituels. Le bon plan de Mélika.
Alors les amis, comme vous avez pu l'entendre avec Emmanuel, qui nous a parlé de l'enfant intérieur, une des choses qu'on peut faire qui est très simple, c'est simplement, en plus c'est les fêtes en ce moment, de feuilleter l'album photo, d'aller chercher une photo qui nous plaît, qui a du sens pour nous quand on était petit. Peut-être se reconnecter avec cette joie, se reconnecter avec cette simplicité, cette curiosité et cette vitalité. C'est un exercice que je vous recommande. Et puis, raconter des histoires peut-être, rassembler avec la famille, autour du feu, autour du repas, partager ça ensemble et se remémorer les bons souvenirs. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.